Aujourd'hui, je vais vous proposer ma notion qui est celle du patrimoine que j'ai également tenté d'illustrer par le prisme de la chasse. Tout d'abord, on parlera de définition et d'étymologie. Ensuite, je vous parlerai plus précisément de cette notion d'un point de vue anthropologique. Par la suite, je vais donc introduire mon sous-sujet partant de la notion de patrimoine qui est donc la chasse. Et enfin, j'illustrerai davantage ce propos par mon point de vue via la réalisation d'un micro-terrain personnel. Alors, pour ce qui est des définitions, le mot patrimoine nous vient du latin patrimonium, qui signifie littéralement l'héritage du père. À l'origine, il désigne l'héritage que l'on tient de son père, et donc que l'on transmet à ses enfants. Il a un sens de bien individuel, et le patrimoine peut aussi bien être naturel que culturel. Toujours en cherchant dans l'étymologie de ce mot, je découvre aussi à quel point la notion de patrimoine peut s'avérer problématique. Bien que le terme matrimoine existe depuis le Moyen Âge pour décrire les biens hérités de la mère, il a été supplanté par la notion de patrimoine et son usage resta longtemps limité. Le matrimoine culturel est donc par définition l'héritage culturel légué par les générations de femmes précédentes. C'est à partir des années 2000 et avec aussi les mouvements féministes qui accroît que la notion réapparaît dans un sens nouveau sous la plume d'auteurs souhaitant insister sur le rôle des femmes dans le développement culturel. Mais donc le constat est que le terme masculin a perduré au profit du terme féminin. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais je vais plutôt m'attarder sur la définition de patrimoine et donc ses multiples propositions. Tout d'abord, la première définition est souvent celle du bien que l'on tient par héritage de ses ascendants. On parle aussi de ce qui est considéré comme un bien propre, une richesse. On remarque aussi une définition qui nous parle de ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe, par exemple un patrimoine culturel. Mais le patrimoine, c'est aussi l'ensemble des biens, droits et obligations ayant une valeur économique dont une personne peut être titulaire ou tenue. Un ensemble d'éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété à un moment donné d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité publique. Et donc finalement, très vite, on se rend compte que la notion de patrimoine engage celle de la mémoire et qu'il y a donc plusieurs façons de considérer ce patrimoine. Ce patrimoine est effectivement témoignage du passé. Il nous invite à voyager dans le temps et ce témoignage s'incarne souvent dans un objet et il aide à rendre vivant le passé. Mais ce patrimoine, c'est aussi l'idée d'une chaîne de transmission, c'est-à-dire un héritage qui se transmet de génération en génération et nous faisons d'ailleurs tous partie de cette chaîne de transmission. Ce patrimoine peut aussi être l'idée illustré par un ADN collectif, puisque le patrimoine nous représente comme individus, comme groupe, comme société, comme communauté. Le patrimoine peut finalement être perçu comme créateur d'identité, puisqu'il est considéré comme une richesse pour nos sociétés et pour chaque individu. On remarque effectivement une diversité de typologies de patrimoine. Celui-ci peut être à la fois matériel ou immatériel. Il peut par exemple s'illustrer sous la forme de bâtiments, de sites, de monuments, par exemple statues, églises. Mais il peut aussi être un meuble, un objet créé par l'homme, un objet de valeur, un document, un vêtement. Mais le patrimoine, c'est aussi les traditions, les savoir-faire, soit différentes pratiques ou représentations traditionnelles considérées comme appartenant à cette idée de patrimoine. Dans cette catégorie, on peut retrouver donc des savoir-faire, notamment liés à l'artisanat, à la technique, donc par exemple comme le métier traditionnel du forgeron, ou encore l'exemple d'une danse folklorique. D'ailleurs, je parlais d'artisanat, mais de façon subjective, on pourrait très bien parler d'art plutôt que d'artisanat. Mais ça, c'est une autre question. Mais donc ce patrimoine qui est immatériel, qui est en fait autrement appelé patrimoine vivant, il est pratiqué, il perdure et il est vivant puisqu'il est actif grâce à des individus, des personnes qui portent les traditions avec un sentiment d'appartenance, souvent très fort. Ce patrimoine, on peut aussi l'illustrer par un paysage, que ce soit un paysage totalement naturel ou un paysage culturel transformé par l'occupation humaine. En tout cas, la signification d'un lieu forge une identité autour de lui.
Le patrimoine peut également être historique, puisque des personnages, des lieux ainsi que des événements ont marqué notre histoire de manière là aussi significative et ont contribué à la construction de notre société, en tout cas à la forme actuelle de notre société. Et donc, il est très difficile d'aborder cette notion de patrimoine puisqu'elle est complexe de par sa diversité de définition, d'interprétation, d'appréhension, et cela selon divers critères, que ce soit les cultures, les pays, ou bien même de façon très subjective chaque individu. En tout cas, l'aspect du patrimoine que je vais développer est bien l'idée de richesse commune d'un groupe. L'idée alors davantage immatérielle, relevant de cultures, de pratiques, qui perdurent, survivent, d'ailleurs souvent de façon plus ou moins difficile, à travers le temps. Désormais, je vais m'interroger sur cette notion de patrimoine, ce qu'elle engage, sachant qu'elle interroge beaucoup d'autres notions comme la mémoire et l'identité, nous venons de le voir. Mais je vais essayer de dégager un point de vue anthropologique autour de cela. Avant cela, il est important de constater l'état de cette notion de patrimoine. Puisqu'elle engage la notion de protection, de préservation, on se rend compte alors que cette donnée de patrimoine, on a le devoir de la conserver, de la transmettre parfois même aux générations futures. Et donc on comprend en tout cas que cette notion de protection, forcément, elle induit l'idée de menace. Effectivement, le patrimoine est menacé de disparaître. Ce patrimoine est souvent fragile, vulnérable et donc parfois voué à disparaître. Et cela par différentes raisons, que ce soit son âge, que ce soit des phénomènes de mode, que ce soit son état, et on va dire l'usage, s'il en a un, l'usage que l'on en fait. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont à prendre en compte, comme l'ignorance, l'indifférence, les conflits, les interventions humaines, les catastrophes naturelles aussi, qui sont des menaces pour le patrimoine. J'aimerais ici vous parler d'un exemple que je trouve assez parlant, qui est celui des grottes de Lascaux. Il s'agit d'une grotte préhistorique découverte en 1940 et qui, dès 1948, est ouverte au public. Mais le problème, c'est que malheureusement, son exploitation touristique, qui devient au fur et à mesure intensive, eh bien, elle va causer des dégradations irréversibles sur le site et donc celui-ci va fermer son accessibilité en 1963. Depuis, il y a donc un fac-similé de cette grotte, de cet art pariétal, surnommé Lascaux II, qui est construit et ouvert au public pour la visite juste à côté du véritable site. Donc à la fois, je trouve très bien cette décision qui a été prise de fermer l'accès pour cause de dégradation, mais personnellement, je me demande aussi, est-ce que cette reproduction de fac-similé, est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Effectivement, c'est plutôt étrange de se dire qu'on va aller visiter une grotte préhistorique reconstruite de nos jours de toutes pièces. Mais là, ici, je comprends aussi cette idée de préserver et de quand même partager malgré la situation, puisque l'oubli, ici, est aussi un danger. Et cette idée de l'oubli, elle va être un peu, comment dire, elle va être soutenue en fait et démontrée par la création des journées du patrimoine qui sont en fait des manifestations nationales annuelles instaurées dans plus d'une cinquantaine de pays sur le modèle des journées portes ouvertes des monuments historiques, créées en 1984 par le ministère de la Culture française. Ces journées permettent alors de mettre à l'honneur la visite du patrimoine, de le reconnaître, d'en prendre conscience, et donc de ne pas le laisser tomber dans l'oubli. Donc c'est là que parfois se pose cette question de pourquoi protéger ce patrimoine, mais tout simplement et naturellement parce que celui-ci possède une valeur identitaire très forte. Et donc chacun exprime le besoin de protéger en cas de dégradation, de perte, de protéger son patrimoine. C'est notre regard sur le passé et sur l'avenir qui détermine les choix de transmission que nous faisons aux générations futures. C'est donc alors sur nous, générations actuelles et actives, que repose cette idée de la protection du patrimoine. Souvent, je me pose cette question en ce qui concerne les patois de province, puisque si aujourd'hui nous ne faisons pas le nécessaire pour conserver certains patois, qui déjà
sont pour la plupart encore très peu pratiquées ou en tout cas par une génération vieillissante, eh bien oui, effectivement, dans ce cas-là, je me pose la question de la disparition et finalement d'une perte d'une partie de notre identité. Alors se pose la question de comment faire, c'est-à-dire comment sauver, protéger ce patrimoine, puisque nous en sommes tous responsables. Il faut savoir que chacun peut protéger le patrimoine, puisque le patrimoine est un bien collectif aussi, souvent. C'est donc pourquoi de grands organismes publics se décident à s'engager auprès de la protection, dans un contexte d'encadrement législatif. Nous pouvons donc chacun être acteurs, s'engager auprès de cette cause de conservation du patrimoine, et cela à plusieurs échelles de pouvoir, selon différents rôles. Cette protection relève d'actions privées tout comme d'actions publiques. À la fois un citoyen, tout comme un organisme, tout comme les municipalités, peuvent s'engager auprès de cette protection, tout comme certaines professions directement liées au patrimoine tentent de s'engager totalement auprès de ce combat. Ici, je parle évidemment des métiers d'artisans, mais également d'historiens de l'art, les architectes, les archéologues, les guides et évidemment les ethnologues et anthropologues. L'UNESCO joue un rôle important à ce niveau. Il s'agit de l'organisation de référence concernant l'idée de patrimoine et de sa conservation. Aujourd'hui alors, sont reconnues dans un cadre légal toute activité patrimoniale, et ce, peu importe sa nature, allant de la réalisation matérielle, du paysage, à la performance, à la croyance ou au savoir-faire. Le patrimoine mondial de l'UNESCO désigne ainsi un ensemble de biens culturels et naturels, matériels ou immatériels, présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité et actualisé chaque année depuis 1978. Désormais, je vais m'attarder sur la réflexion développée par Cyril Lisnard, chercheur et anthropologue contemporain. Celui-ci explique que le rapport que les sociétés européennes ont entretenu avec les monuments et le souvenir du passé s'est fondé sur la mise en relation d'un héritage pensé comme collectif et des groupes nationaux identifiés et légitimés. Ce cadre a promu des modèles de sélection, de gestion, de sauvegarde et de transmission de ce que l'on entend aujourd'hui par patrimoine, qui se sont diffusés dans toutes les sociétés contemporaines. Musées, bibliothèques, archives, conservatoires, parcs naturels, listes de biens d'exception, appellations d'origine, comptent parmi ces dispositifs d'entretien et de conservation des choses du passé. Le terme patrimoine fait donc ainsi référence, selon Cyril Lisnard, à un corpus d'objets, d'espaces et d'édifices sélectionnés afin d'incarner les symboles d'une appartenance collective présente, notamment la nation. Il tend cependant à étendre son empire bien en dehors de ses limites premières, et l'anthropologie, cette pratique, cette discipline, permet ainsi de saisir les enjeux que pose le patrimoine aux sociétés contemporaines. Il est aussi important de préciser que la notion de patrimoine s'effectue à plusieurs échelles. Elle peut à la fois concerner une famille, une société ou bien le monde entier. Aujourd'hui, on remarque historiquement que le patrimoine a été politiquement structuré. À partir des richesses archéologiques, artistiques et naturelles que les pouvoirs politiques héritiers des Lumières avaient protégées à partir du XVIIe-XVIIIe siècle, et ce à la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, ont considérablement étendu la typologie des biens que l'on entend mettre hors de danger de disparition. Elles ont également diffusé une idéologie patrimoniale de conservation et de sauvegarde qui dépasse le cadre strictement occidental et régalien, c'est-à-dire attaché à la souveraineté d'un chef d'État. Mais il est vrai que le patrimoine est une donnée conservatrice qui, on le remarque, est régie par la condition, l'orientation sociale, économique, politique et culturelle d'un pays, d'un continent. Si déjà nous ne mettons pas les mêmes objets, attributs ou pratiques dans la catégorie patrimoine, nous ne mettons également pas le même engouement dans la conservation du patrimoine, pour des raisons multiples qui, comme je viens de les énumérer, sont des raisons sociales, économiques, politiques et surtout culturelles. Il y a un exemple que je trouve frappant, qui est par exemple celui de la Chine, qui a un rapport très étrange à son patrimoine. C'est par exemple ce que l'artiste Ai Weiwei et son art
de la Résistance, tente de dénoncer à travers son œuvre de 1995 intitulée Dropping a Han Dynasty Urn. Il s'agit d'une performance photographiée de l'artiste, qui est finalement un triptyque de photographies de lui, en train de laisser de façon vraiment négligée s'écraser au sol de vieux vases de 2 millénaires. Le geste est donc fort, iconoclaste, et par ce geste qu'il assume totalement, en fait il ne fait que mimer, reproduire grossièrement et symboliquement ce que pratique le pouvoir chinois chaque jour. Effectivement, en lâchant avec dédain cette antiquité venue de la prestigieuse dynastie de l'histoire chinoise des Han, il laisse entendre les faits table rase que le pouvoir chinois produit sur son passé. Effectivement, la Chine a une politique de destruction massive de son patrimoine culturel au profit de son évolution moderne. La France exerce une toute autre action envers son patrimoine, puisqu'effectivement la France cultive un maximum le sien, puisque sa richesse est une denrée pour le pays et aussi pour sa cote auprès des autres pays. Ce qui est problématique toutefois, c'est que ce patrimoine français est parfois trop utilisé à des fins commerciales, touristiques et donc des questions économiques. Derrière la notion noble et conservatrice du patrimoine se cachent alors tous ces enjeux un peu plus sombres. Si ce que l'on peut appeler la patrimonialisation a longtemps été analysé comme un processus devant mener à un consensus autour de grands monuments ou lieux symboles de la nation, l'extension contemporaine de ces domaines d'application permet aux anthropologues de montrer aujourd'hui que le patrimoine n'est pas un objet neutre. La sélection des objets à protéger et l'entretien de leurs fonctions patrimoniales constituent plutôt une arène publique de discussion, de négociation, d'appropriation de certains objets et de savoir sur ces objets, structurés par des relations politiques et économiques hiérarchisées et conflictuelles. Pour illustrer cela, on pourrait très bien évoquer la promotion des traces du passé de la Grande Russie pour Vladimir Poutine, tout comme la revendication des Grecs du retour des frises du Parthénon conservées au British Museum, ou encore la destruction des éléments du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO dans les territoires islamistes. Ce qui est intéressant avec cette notion de patrimoine vue d'un point de vue anthropologique, c'est que cette science humaine, elle questionne beaucoup les individus porteurs de valeurs patrimoniales, ainsi que les pratiques normatives non institutionnelles et coutumières qui aboutissent à la patrimonialisation ou les effets locaux des revendications patrimoniales. L'anthropologie observe également le destin patrimonial des faits culturels qui sont des anciens objets de prédilection de l'ethnologie et du folklore. Rituels, culture populaire, musique, cuisine, territoire. Le caractère négocié, incertain et parfois conflictuel des processus de mise en patrimoine est également un champ que l'anthropologie permet de révéler. Après avoir tenté d'émettre des définitions autour du patrimoine, je vais me focaliser donc sur un sujet qui est familier et coutumier pour moi, chez moi, et c'est donc le sujet de la chasse, qui me permet d'explorer différents aspects liés à la notion de patrimoine. La chasse elle-même est un sujet qui est très complexe à traiter, puisqu'il est loin de faire l'unanimité entre pratique, fierté ou au contraire rejet, voire même ostracisme. La chasse est autant une pratique qu'un symbole, qu'un sujet tabou. Pour comprendre ces différents aspects, de la nécessité au loisir, il est important de retracer brièvement l'histoire de la chasse. Depuis son apparition il y a environ 3 millions d'années, la chasse a perduré comme d'autres activités nourricières telles que l'élevage, et les premiers êtres humains, de mode de vie nomade, introduisaient la viande dans leur alimentation et cherchaient leur proie en mettant en place des techniques de chasse au moyen d'armes et de stratagèmes rudimentaires. Elle est donc à ce moment une pratique défensive ayant pour but de protéger les cultures des populations des animaux dévastateurs. La chasse, ensuite, comme privilège, apparaît durant l'Antiquité. Elle se double d'une signification symbolique et sociale. Les élites chargées des armées peuvent montrer et prouver par la chasse leur aptitude de guerrier. Dès le Moyen Âge, la chasse est le privilège de la noblesse. Liée au droit de propriété des terres,
la pratique de la chasse se codifie. Être invité à chasser avec le roi est l'un des grands honneurs de la cour. En Europe, les lois se mettent en place pour régulariser la chasse sur les territoires royaux. Cette pratique vise alors à éliminer les animaux afin de protéger les plantations. En France, à la Renaissance, la chasse à courre, ou vénerie, est considérée comme un art de vivre sous le règne de François Ier. Les banquets après-chasse sont l'occasion de montrer les rapports sociaux de la cour, en réservant par exemple les pièces de choix aux personnes à honorer. Durant cette période, la chasse devient donc privilège de la noblesse, et le droit de la pratiquer est directement lié au droit de propriété, comme je le disais juste avant. De même, le braconnage, qui jusque-là était relativement toléré, est désormais sévèrement puni et les non-nobles ont la formelle interdiction de chasser. La Révolution française abolit le privilège aristocratique et la démocratisation de la pratique entraîne une vague de chasse généralisée qui met à mal l'écosystème forestier en causant la disparition de certaines espèces. Pour préserver la faune, des permis sont donc introduits sous Napoléon Ier et circonscrivent tant la période que les lieux de chasse. Cependant, au XIXe siècle, ce permis coûtant l'équivalent d'un mois de salaire d'un ouvrier agricole, la chasse redevient un privilège des classes aisées. Malheureusement, cette situation a alimenté le braconnage, qu'il soit destiné à se nourrir ou à revendre des matières premières issues de l'animal, comme par exemple la fourrure. Aujourd'hui, la chasse est extrêmement conditionnée, réglementée. L'obtention d'un permis est soumise à un examen, et elle est dépendante d'autres lois comme celle du port d'armes. La chasse est donc principalement devenue une pratique de loisir visant à réguler les populations de gibier. Elle obéit donc à une législation stricte pour la préservation de la faune et de son environnement. La pratique de la chasse en dehors de son cadre légal est appelée braconnage. Aujourd'hui, un chasseur ne tue pas pour simplement tuer. Il sélectionne son gibier suivant différents critères. Une fois la bête morte, il ne la découpe pas n'importe comment, il respecte la viande et la découpe tel un boucher. Il faut savoir que la chasse, c'est aussi la gestion d'un certain vivier. Comme on peut le constater, la chasse est donc une pratique très encadrée aujourd'hui, qui se veut un accord respectueux envers la nature. C'est aussi une pratique qui se dit remplie de valeurs, comme celle de la convivialité, du partage et de l'harmonie avec la nature. Les chasseurs doivent respecter un tableau de bord dans le cadre de leur mission de coordination et de mise en valeur du patrimoine faunique et de ses habitants. En tout cas, c'est ce qu'il se passe dans ma région, en Pays de la Loire. Le chasseur est en soi tributaire de par sa pratique, notamment des phénomènes naturels, des lunes, des vents, de la météo en général, d'où sa relation à la nature et à sa protection. Aujourd'hui de plus en plus, le monde de la chasse se sensibilise à redorer son image et défend la posture du chasseur éco-citoyen. Mais malheureusement, tous les chasseurs n'ont pas la même approche. Selon leurs pratiques et leur idéologie, parfois à la limite, certains chasseurs oublient leur rôle éco-responsable et la réglementation. De par un parcours de témoignage, je vais vous montrer différents points de vue autour de cette pratique. N'étant ni partisante d'un côté ou de l'autre, je resterai plutôt objectif sur le sujet. La pratique de la chasse étant très répandue dans ma région et mon département, très ancrée dans le patrimoine culturel des Pays de la Loire dans lesquels j'ai grandi, elle est d'ailleurs une pratique commune et présente dans presque toutes les familles du coin, et aussi dans la mienne. Mon grand-père chasse, mon père pratique de temps en temps avec notre chien, mais j'étais très étonnée lorsque j'ai compris que mon père pratiquait la chasse, contrairement à mon grand-père, où je mettais ça sur le coup de la génération. Je veux exprimer par là que l'écart générationnel implique une pratique différente. Au fil des discussions, que ce soit avec mon père ou mon grand-père, il y a un avis unanime sur le fait que la chasse est un loisir à partager, en famille, entre amis, qu'il s'agit réellement d'un temps de partage convivial et humain. C'est d'ailleurs assez frappant lorsque je vois la relation que mon père a avec notre chien. Cet été avait lieu, non loin de chez moi, une grande et célèbre fête de la chasse. Par renom de sa part et curiosité de la nôtre, ma sœur et moi sommes allés à cet événement organisé dans un village surnommé Vernoil. Plongé au cœur de cet univers, durant une après-midi, c'est effectivement une fois sur le terrain, au milieu de cet énorme bois de chasse ponctué d'animations découvertes, spectaculaires ou stands de merchandising autour de la chasse, que j'ai vraiment réalisé à quel point il s'agissait d'un monde très hétérogène.
D'un côté, la chasse à courre, plutôt bourgeoise, très axée sur la prestance et l'attitude presque chorégraphique entre le chien, le cheval et l'homme, et de l'autre côté, la chasse plutôt classique, au portrait plus abîmé par certains chasseurs abusifs ou certains faits divers plus sombres. D'ailleurs, le vrai chasseur, celui qui fait partie du paysage depuis nos origines, défenseur de l'environnement et observateur du milieu, a tendance à disparaître au profit du braconnier, que l'on appelle aussi le viandard. Mais nous étions donc au milieu d'une micro-société mélangeant toutes classes sociales, toutes réunies autour d'une seule et même passion. Mais durant cet après-midi, j'ai été confrontée et confortée dans mes idées par rapport à l'image de la femme au cœur de cette pratique essentiellement masculine. Seulement 2,2% des femmes licenciées, c'est-à-dire ayant le permis de chasse, sur 1,1 million de chasseurs. On ressent un certain folklore, comme on pouvait dire auparavant, une certaine coutume à travers ce désir de faire perdurer ces choses comme des héritages au sein de familles. On observe alors la transmission de savoir aux jeunes générations. Parfois considéré comme un élément de construction identitaire dans certaines familles, chez moi évidemment la question ne s'est pas posée. Effectivement, en tant que fille, dans ce milieu où nous avons déjà peu de place, il est difficile de se sentir à l'aise au sein de cette pratique qui, je trouve, découle presque d'un transfert du patriarcat à l'ancienne. Chose qui ne m'étonne pas du tout finalement. Mais se pose ici la question d'adaptation ou de refus d'un patrimoine. Un patrimoine refusé, mis de côté, est un patrimoine non exploité et donc qui peut-être serait mené à disparaître. Mais le refus d'un patrimoine est pourtant un point de vue subjectif et donc un droit. Dans le cas de la chasse, très souvent, il s'agit d'un patrimoine bafoué et critiqué par les valeurs négatives qu'elle reflète et par certains faits divers très marquants. Pour illustrer de façon plus précise cela, afin de balayer les différentes approches, j'ai glané quelques témoignages autour de moi, et notamment grâce à une rubrique qui m'est très familière, que j'aime beaucoup écouter, qui est celle des Pieds sur Terre sur France Culture. Un épisode intitulé L'ouverture de la chasse était d'ailleurs une belle découverte. Durant celui-ci, on découvre trois portraits très différents en raison de leur statut et opinion sur un même sujet qui est la chasse. Le podcast commence avec Marius, un Nantais de 21 ans. Celui-ci explique avoir commencé à pratiquer la chasse auprès de son père et que cela fait maintenant 6 ans qu'il pratique en compagnie de sa caméra GoPro. Il filme ses journées puisque selon lui, il partage sa passion. Il explique que l'action de tirer représente seulement 1% de l'action de chasse et qu'un animal tué, c'est un animal que le chasseur va honorer. Le chasseur prend soin de tuer son gibier correctement pour éviter la souffrance. Mais Marius parle aussi du fait que l'on range souvent d'un côté les écologistes et de l'autre les chasseurs. Sauf que de nos jours, un chasseur est un écologiste et l'écologie a besoin de la chasse. Et que ces deux engagements doivent marcher de pair. Mais d'un autre côté, j'ai aussi entendu le témoignage de Sonia, 25 ans, qui participe, elle, à des actions anti-chasse près de chez elle. Elle n'est pas née anti-chasse et est plutôt issue d'une famille rurale dans laquelle la chasse était pratiquée, mais en grandissant dans son environnement, elle s'est rendue compte de la place de la chasse dans la vie locale, et un jour, on lui propose d'aller démonter des miradors. À cette annonce, elle est animée par de vraies motivations, puisqu'il n'y a rien à attendre derrière, seulement l'efficacité d'un sentiment d'acter pour la cause animale qui lui est préoccupante. Elle nous informe d'ailleurs qu'elle risque une grosse amende pour obstruction à un acte de chasse. Et enfin, il y a le portrait de Grégoire, 42 ans, habitant dans les Landes depuis 10 ans. Celui-ci a décidé d'arrêter la chasse et de troquer son fusil pour un appareil photo. Issu également d'une famille rurale de chasseurs dès son plus jeune âge, Grégoire a plongé très tôt dans cet univers. Histoire d'héritage familial, il a commencé à chasser avec son grand-père, et ce qui l'a marqué, c'est surtout la joie de son grand-père au moment où son tir s'est amélioré. Mais très vite, il est dégoûté par cette pratique et se met à la photo. Aujourd'hui, Grégoire est photographe naturaliste, ce qui lui permet de considérer la chasse autrement, puisque, il l'explique, cela lui a toujours posé problème. J'aime les animaux, mais je les tue. Je trouvais chacun de ces témoignages touchants, et finalement je crois qu'aucun me paraissait plus légitime qu'un autre. À partir de là, j'ai eu envie de mener ma propre étude de cas au sein de mon environnement. Alors j'ai décidé de poser quelques questions à mon grand-père sur sa pratique de la chasse en campagne qu'il pratique depuis plusieurs années. Comment considères-tu la chasse? Qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Quels sont les codes?
Considères-tu la chasse comme partie intégrante du patrimoine de ta région, ton mode de vie? Depuis quand est-ce que tu pratiques? Seul ou avec un chien? À cheval? D'ailleurs, la proximité à l'animal avec un chien n'est-elle pas contradictoire par rapport à la proximité que tu as avec l'animal considéré comme la proie? Comment est-ce que tu vois les antichasses? Est-ce que les faits divers te font réfléchir sur ta pratique de la chasse? Et c'est là que mon grand-père s'est exprimé. Il explique cela comme une véritable tradition familiale, un véritable état d'esprit, dit-il en rigolant. Mais en même temps, ce qu'il m'explique, c'est que à son époque, tout le monde chassait dans les campagnes, et que cette pratique de la chasse, finalement tellement ancrée, et dès le plus jeune âge, était devenue une habitude. Il m'explique qu'il a appris avec son grand-père, et en regardant des bouquins, et qu'il a réellement commencé sa pratique de la chasse à son retour de l'armée, parce que comme il me dit, après ça, on a eu un permis à l'œil. Auparavant, mon grand-père chassait avec un chien, mais aujourd'hui il ne possède plus de chien. Alors il m'explique qu'il s'assoit dans un coin, qu'il observe et qu'il écoute. Il écoute la chasse. Il me décrit cela comme captivant, quelque chose de prenant, de stressant et qui l'anime. Ensuite, il m'explique une journée typique de chasse qui commence par un petit déjeuner, par un briefing, et puis après vient la chasse, puis le dépouillage et le partage des morceaux. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un véritable travail d'équipe et qu'il y a malgré tout toujours quelques personnages très jaloux ou trop fiers. Après vient le moment où nous abordons le sujet des accidents de chasse. Il m'explique qu'effectivement ça arrive. J'ai failli mourir à cause d'un ricochet de balle. Ce n'était pas de la faute du tireur, mais un obstacle naturel. La balle a traversé tous mes vêtements, elle est arrivée en fin de vitesse, et j'ai eu un hématome. Effectivement, ce genre de balle, ça creuse. On l'a retrouvée dans la doublure de ma veste. Mais ouais, faut faire attention, me dit-il. De là, il part fouiller dans ses tiroirs et me montre la balle, un peu comme une prise de conscience. Il me dit qu'effectivement, la chasse est une pratique sérieuse et qu'on ne peut pas tirer n'importe où et n'importe comment. Quand je lui parle des anti-chasses, mon grand-père rigole. Je mets ça sur le coup de la génération, effectivement, mais de son point de vue, il me dit qu'il n'y a pas de tolérance et beaucoup d'imprudence de leur part, puisque selon lui, ces gens-là ne respectent pas la sécurité et prennent beaucoup de risques pour s'exprimer. D'un autre côté, j'avais le témoignage de mon père, qui lui a été beaucoup plus bref et concis, en m'expliquant la chasse comme un loisir de promenade, un moment de partage avec son chien, qui possède en lui cet instinct. Il rejette totalement la chasse de masse et les pratiques intensives. Il ne me cache pas qu'il y a plusieurs types de profils de chasseurs et que beaucoup sont à bannir, notamment par leur âge, leur pratique et leur volonté absolue de tuer. Ce qui m'a poussé à étudier ce sujet, c'est notamment l'actualité à ce moment-là. En ce début d'année scolaire, de nombreux faits divers avaient récemment ponctué l'actualité et remis en question cette pratique, sa législation et son approche. Déjà, il y a eu la mort d'Elisa, cette jeune femme enceinte retrouvée morte lors de sa balade avec son chien dans les bois. Les causes de son décès s'avèrent être plusieurs morsures de chien sur la partie supérieure du corps et à la tête. De là, une enquête est menée et il s'avère qu'une chasse était organisée non loin du lieu du décès et ainsi, cette chasse est suspectée. Effectivement, le mari de la victime accuse les chiens participant à cette chasse à courre juste à côté. Des prélèvements génétiques ont été faits sur les 60 chiens participants au rallye. Depuis la mort d'Elisa, une vive polémique s'est déclenchée à propos de la chasse à courre. L'avis de mon grand-père par rapport à ce fait divers, c'était que selon lui, c'était impossible que des chiens de chasse soient mis en cause dans cette affaire. Un chien de chasse n'est pas un chien d'attaque dangereux, au contraire c'est un chien dressé, proche de l'humain, intelligent et affectueux. Mais malheureusement, d'autres faits divers, à cette même période, se sont produits au cœur de cette pratique. Il y a eu notamment le décès d'un proche de mon père, qui a beaucoup remué la communauté de la chasse ces derniers mois. Un homme est décédé à cause d'un tir accidentel. Depuis, beaucoup de questions se posent au sein de la communauté et de ses pratiquants. Depuis, leur vision est ternie. La chasse en question est fermée, par respect et hommage à ce père de famille et ami. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule histoire sombre qui s'est produite récemment. Dans le nord de la France a également eu lieu un accident très grave. Un chasseur a gravement blessé son fils âgé de 18 ans à cause d'un tir depuis une hutte. En Charente-Maritime, là aussi, un retraité de 77 ans a été tué alors qu'il cueillait des champignons dans un bois. Le chasseur aurait tiré car entendu son chien aboyer et marquer l'arrêt en percevant
des mouvements derrière les fourrés. Le chasseur pensait qu'il s'agissait de gibier. C'est donc malheureusement plus de 130 accidents de chasse qui ont été recensés en France cette année, et 7 personnes y ont perdu la vie. Depuis ces nombreux faits divers, la législation et prévention autour de ce domaine s'est renforcée. Si cela décourage et fragilise certains chasseurs, d'autres, malgré l'horreur ou l'injustice des faits, continuent par passion. Je vais enfin conclure sur le sujet précis de la chasse et de la notion du patrimoine, avec le constat que, de manière générale, le patrimoine est considéré comme un ensemble existant et souvent en grande partie ou en totalité hérité du passé, constitué de biens matériels ou immatériels, propriétés privées ou bien communes, que l'on peut vouloir conserver, vendre, échanger, valoriser ou maintenir pour les générations futures. Ce qui est important à prendre en compte, c'est la pluralité de types de patrimoine et d'avoir en tête que le patrimoine, peu importe sa nature, n'est pas immuable. D'ailleurs, l'UNESCO propose sa propre définition en disant que le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Notre patrimoine culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. En ce qui concerne la notion de patrimonialisation, elle soulève de nombreuses problématiques comme nous avons pu le voir. Elle fabrique des hiérarchies et des différences sociales, économiques, culturelles et symboliques et devient le support de stratégies que des acteurs individuels, des institutions de pouvoir ou des groupes minoritaires mettent en œuvre pour exister dans le monde. Elle est bien plus qu'une simple notion de transfert de biens dans le monde et de mise en valeur de la culture. En cette conclusion, je terminerai par un extrait de l'ouvrage La conservation du patrimoine culturel, une course contre le temps, publié en 1986 de Philip Ward, conservateur et directeur des services de conservation dans plusieurs musées à travers le monde, qui je trouve engage une belle ouverture réflexive. Je cite: À quoi bon préserver les choses du passé? Que nous importe à quoi ressemblait le tyrannosaure? Les peintures et les sculptures ont-elles le moindre effet sur notre vie? Est-il vraiment important pour nos enfants d'entendre les craquements d'un bateau de bois? Oui, tout cela compte, car ce sont là les souvenirs du progrès de l'humanité. L'avenir est un grand vide et le présent une réalité fugace qui glisse immédiatement dans le passé. Notre patrimoine est tout ce que nous avons de nous-mêmes, et ce que nous en préservons en est la seule marque. Cette marque est notre phare dans la nuit des temps, la lumière qui guide nos pas. À l'instar du musée, la conservation est un engagement non pas envers le passé, mais envers l'avenir. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil